Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les 4V ce matin. On va commencer par parler de la Chine. Je vais essayer de ne pas casser la table avant ça. Vous avez beaucoup suivi évidemment le voyage d'Emmanuel Macron la semaine dernière, qui était accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Chine est-elle un partenaire ou un adversaire de l'Union européenne ? La Chine, c'est un partenaire commercial, un très grand partenaire commercial. Nous sommes très importants du reste pour la Chine. On représente 20% de ses exportations et 9% dans l'autre sens. Donc on est plus important pour la Chine qu'elle ne l'est pour nous. Mais c'est également ce qu'on appelle un rival systémique. C'était du reste le qualificatif du président de l'ancienne commission, Jean-Claude Juncker, qui désormais est notre relation, caractérise notre relation avec la Chine. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes naïfs en rien. C'est un partenaire commercial, mais nous devons, comme on dit, dérisquer les relations que nous avons avec la Chine. Du reste, ceci figure à la suite de ce voyage important, parce que c'est un voyage important, un voyage d'État. Évidemment, le président de la République y est allé invité par Xi Jinping. C'est la France qui était invitée. C'était très important également que la Commission soit également représentée par la présidente de la Commission, parce que derrière, c'est l'Europe dont il s'agit. Et puis derrière, c'est aussi l'occasion de bien clarifier les choses. Il l'a fait du reste clairement. Ça a été repris par certains de vos confrères, dont les Échos du reste ce matin, qui expliquent très précisément la politique du président de la République et de l'Europe. Et je crois que c'est important de clarifier les choses. Mais je vous pose effectivement cette question parce qu'on a entendu effectivement beaucoup de diplomates chinois qui disaient pendant ce voyage, notamment que la Commission européenne, elle était trop, selon eux, soumise aux intérêts américains. Ils se méfiaient de cette Commission européenne. Donc, est-ce que c'est un partenaire sur lequel vraiment la Chine, on peut avoir confiance ? Bon, la Commission européenne, c'est l'exécutif. Oui. Et donc, ce qui est très important, c'est évidemment la position qui est portée par l'Europe, représentée par le Conseil européen. Et cette position, je l'ai requalifiée, partenaire commercial, rival systémique. Évidemment, ça ne veut pas dire, et le président du reste l'a dit clairement, ça ne veut pas dire être aligné. L'Europe n'est pas alignée ni avec les États-Unis, ni avec la Chine, même si, bien entendu, nous sommes alliés clairement avec les États-Unis, et notamment, et entre autres, dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec le soutien évidemment que nous apportons. Mais voilà, on a cette voie qui est un peu singulière et qui est très importante de préserver, parce que c'est évidemment l'Europe dont il s'agit. Nous devons être conscients de nos forces, et nous en avons, pour pouvoir peser dans le monde tel qu'il vient. Ça va être un monde qui va être compliqué, peut-être même certains disent à certains égards violent. Il est très important que l'Europe soit confiante et soit bien responsable de ses forces. On augmente avec l'autonomie stratégique, avec la défense, avec notre autonomie en matière industrielle. On va continuer dans cette dynamique. Et c'est ça ce qu'on est allé aussi expliquer au niveau de la Commission à nos amis chinois. Mais justement, Thierry Breton, quand on voit aujourd'hui la tension effectivement qu'il y a autour de Taïwan, quelle position il faut avoir alors que vous avez effectivement les États-Unis qui font monter la pression, qui sont là avec des bateaux. Emmanuel Macron, il disait très clairement il y a 2 jours qu'il ne voulait pas prendre parti, ça ne ferait qu'accentuer les tensions, dit-il. Donc on fait quoi ? Quelle doit être la position de l'Europe dans ce conflit ? On reste neutre ? Pour l'instant, les choses ont été très clairement dites. Il y a effectivement, on le sait, la volonté très clairement marquée par Xi Jinping, il l'a redit du reste à l'occasion du 20e congrès, de réunifier, c'est comme ça qu'il le dit, la Chine, puisqu'il considère que Taïwan fait partie de la Chine. En ce qui concerne l'Europe, là aussi les choses sont très claires. L'Europe est pour le maintien du statu quo, et ça a été clairement annoncé. Il faut donc être très vigilant à ce que ceci se passe dans ce contexte. Alors, vous avez annoncé que l'Europe entendait se doter d'un bouclier anti-cyberattaque. On en parle effectivement parce qu'avec la guerre en Ukraine, ces attaques sur le numérique ont redoublé. Un projet à plus d'1 milliard d'euros, est-ce que c'est devenu indispensable dans le monde d'aujourd'hui ? C'est absolument indispensable. On le voit tous les jours. Vous en parlez de reste souvent sur vos antennes. Les cyberattaques font hélas partie de notre vie quotidienne, dans l'espace informationnel, qui est un espace dans lequel désormais on passe beaucoup de temps, on le sait, et nos enfants encore plus du reste. Et donc, il faut protéger cet espace. On appelle ça un espace contesté, comme les océans ou comme l'espace tout court. Il faut le protéger. L'information en est. Il faut le protéger. Du reste, les attaques ont augmenté de 140% depuis la guerre en Ukraine. Donc, on n'est dupe de rien là aussi. On se doute bien d'où elles viennent, la Russie. en particulier.
Et donc, il faut à la fois se protéger, c'est l'objet de ce bouclier cyber, ce dôme de sécurité donc, dans le cyberespace, qui va permettre de détecter toute intrusion, toute action malveillante. Donc c'est d'abord de la surveillance. D'abord de la surveillance, quasiment dès que celles-ci ont lieu. Vous savez, dans le monde du cyberespace, bien souvent, les malwares, ces fameux logiciels qui vont détruire précisément tout ou partie d'un secteur économique en particulier, une fois qu'ils sont implantés, on ne les détecte pas et ils font leur œuvre, si je puis dire, des mois après. Donc là, on va les détecter quasiment quelques heures après qu'ils aient été éventuellement implémentés quelque part, et donc ensuite pouvoir corriger avec aussi une cyber-réserve, c'est-à-dire des spécialistes. Vous savez, les spécialistes dans ce domaine sont rares, donc on va créer une cyber-réserve au niveau européen. Recruter des spécialistes européens. Au niveau européen, donc, qui seront mobilisables, un peu comme tout ce qui concerne, je dirais, la protection civile. On peut, à ce moment-là, mobiliser des ressources en tant que de besoin, si jamais il y a une attaque, et intervenir immédiatement. D'un mot, il sera prêt quand, ce bouclier Eh bien, on a déjà lancé un pilote. Donc, l'objectif, c'est qu'il fonctionne dans le cadre de ce pilote dès l'année prochaine. Donc, dès l'année prochaine. Vous partez demain en Roumanie, puis en Italie, pour essayer d'aller parler notamment avec les chefs des gouvernements respectifs sur le plan européen à propos des livraisons d'armes pour l'Ukraine. C'est encore un gros dossier. Les États européens doivent envoyer prochainement 1 million de munitions en Ukraine. Est-ce que c'est possible et comment on fait ? Oui, c'est l'objectif effectivement que nous nous sommes fixés pour répondre aux demandes des autorités de défense ukrainiennes. On sait qu'aujourd'hui, les lignes de front sont figées sur la frontière du Donbass. Et il faut effectivement maintenir, protéger, évidemment, aider les Ukrainiens à se protéger contre cette agression russe. Et pour ça, c'est la guerre, hein, donc il faut des munitions. Ils nous ont demandé donc d'accroître notre livraison de munitions. Nous avons aujourd'hui en Europe une capacité importante, mais il faut l'accroître, augmenter cette capacité de production très significativement, passer un peu, comme on dit, en économie de guerre pour augmenter les cadences et la production. Donc je fais effectivement le tour de ces 11 pays qui disposent de ces infrastructures. L'unanimité européenne est toujours oui, elle est là, bien entendu. Tout le monde est derrière cette ambition, parce qu'encore une fois, ce qui se passe en Ukraine, on le sait, nous concerne évidemment, bien entendu. Et donc, dans ce contexte, je vais donc avec les ministres de la Défense concernés, donc je serai en Roumanie demain, vous l'avez rappelé, et donc je serai avec le Premier ministre et le ministre de la Défense roumain pour aller voir précisément ces usines, voir comment on peut augmenter la cadence, ce qu'il faut faire. On peut intervenir aussi financièrement. Je le ferai après-demain en Italie avec la Première ministre Giorgia Meloni. Donc voilà, on essaye de faire ça le plus vite possible. Il y a une urgence et de façon totalement coordonnée et unie. Il nous reste quelques minutes. Parlons d'un sujet qui inquiète de plus en plus les Européens et pas seulement, l'intelligence artificielle et ses nombreuses dérives possibles. Ces derniers jours, on a beaucoup vu d'images détournées, imaginées par ce logiciel Midjourney, qui ont été massivement partagées sur Internet, qui ont semé la confusion effectivement. Est-ce qu'il faut que ces images générées par l'intelligence artificielle soient obligatoirement signalées et indiquées comme telles? C'est en tout cas un projet, une volonté européenne. Oui, on est en train de finaliser ce qu'on appelle dans notre jargon alors AI Act. Alors pour les téléspectateurs, ça veut dire AI, donc intelligence artificielle. Donc acte, c'est un acte législatif. Donc et qui précisément qui organise, qui structure, qui régule l'intelligence artificielle. Alors il ne faut pas évidemment tout réguler. Il y a des tas de choses très positives dans l'intelligence artificielle. On le voit dans la conduite assistée. On le voit évidemment en médecine, par exemple pour lire de façon beaucoup plus précise des radios, avec l'expérience précisément qui peut être acquise. Peut-être aussi aider à piloter certains robots dans le cadre d'interventions très précises. Et donc, qu'est-ce que vous allez réguler ? Mais il faut être très précis sur la façon dont ça se fait. Donc, on va réguler 4 niveaux. Le premier, c'est tout ce qui sera interdit. Il sera interdit, par exemple, de faire ce qu'on appelle du social scoring, c'est-à-dire de faire en sorte que on dit, voilà, on regarde ce que vous êtes, on regarde ce que vous avez fait dans votre vie, et puis on dit, en fonction de toutes les informations qu'on a accumulées, vous avez tel métier qui est autorisé ou tel autre qui est interdit. Au fond, on bloque l'avenir. Ça, c'est complètement interdit. C'est ce qui se passe en Chine, par parenthèse. Et ça, ce qui se passe en Chine, pour nous, ce sera totalement interdit. Notamment la surveillance, et puis ce qu'on fait des données que l'on récupère. Quand on fait des interventions très
très risquées ou potentiellement risquées, donc je faisais allusion tout à l'heure à la médecine, eh bien là aussi, ce sera très contrôlé. Il faut voir comment on a entraîné ces algorithmes, avec quelles données. Et puis, pour les logiciels tels que ceux auxquels Midjourney ou ChatGPT notamment, là, donc, on crée des images artificielles ou des textes donc, qui ont été des textes générés donc, par intelligence artificielle. Il faudra impérativement indiquer que ces textes ou ces images sont issus de l'intelligence artificielle pour éviter précisément ce qu'on appelle dans votre jargon les fake news. Exactement. Ce sera prêt quand et ça, donc là, les Européens, les 27 ont voté pour, maintenant, ça y est, les 27 États, maintenant c'est au Parlement, donc dès que ça sera voté par le Parlement, eh bien, le texte viendra en vigueur. Donc on peut effectivement, vous pensez qu'on peut réguler encore l'intelligence artificielle? Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, donc on a vraiment énormément consulté, travaillé. D'avance par rapport à d'autres pays? Oui, les États-Unis sont très loin, et il nous semble que c'est très important, encore une fois, d'avoir cette organisation, cette grille qui, à la fois, permet les développements, et il y en aura qui seront des développements qui vont générer beaucoup de progrès, mais qui contrôlent précisément pour qu'on préserve ce à quoi nous sommes attachés en Europe, et notamment l'état de droit. Merci beaucoup Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. Merci d'avoir été l'invité des 4V. Merci.